L'art à l'écoute, ce sont de brèves incursions dans l'histoire de l'art, proposées par des mots et des arts, histoire de voir ou de revoir quelques grandes œuvres ou quelques grands artistes. Aujourd'hui, Takashi Murakami. Takashi Murakami est un artiste japonais né en 1962 à Tokyo au Japon. Fils d'un chauffeur de taxi et d'une mère au foyer, Murakami est ce qu'on appelle un enfant du miracle économique japonais. Pendant cette période, l'économie du Japon, relancée par la tutelle américaine, connaît une croissance sans interruption et particulièrement forte. La plupart des foyers japonais entrent désormais dans la classe moyenne et connaît le confort lié à l'essor de la société de consommation. La culture de masse contemporaine nippone, faite de bandes dessinées, les fameux mangas, de dessins animés, puis de jeux vidéo, s'impose et fonde désormais l'imaginaire de jeunes adolescents de l'archipel, dont Takashi Murakami, qui caresse un temps le désir de devenir réalisateur de films d'animation à l'image de son idole, Hayao Miyazaki, mais aussi de Isao Takahata et Rintaro. Le jeune Murakami est aussi particulièrement exposé à la culture américaine. Son père travaille près d'une base militaire et fréquente les soldats. Relativement doué pour le dessin, même si Murakami confesse qu'il n'a jamais impressionné personne avec, il intègre Geidai, l'université des arts de Tokyo, où au départ il est animé par le désir de travailler dans l'animation, même s'il finit par s'inscrire dans l'atelier de Nihonga, un style de peinture traditionnel hérité de l'ère Meiji. L'ère Meiji, c'est ce moment où le Japon, enfin confronté à l'extérieur, désire refonder son art en incorporant des éléments occidentaux tout en conservant une partie de son identité insulaire. Le style Nihonga, particulièrement lisse et plat, au fond monochrome, est encore perceptible dans l'art de Murakami aujourd'hui. L'artiste effectue le cursus le plus long possible, allant jusqu'à obtenir un doctorat de peinture Nihonga. Cependant, il a du mal à trouver sa voie. Le marché de l'art existe difficilement au Japon et sa participation demande un haut degré de stratégie et de sens politique. Au début des années 1990, l'artiste produit une œuvre diversifiée entre performance, art conceptuel et travail sur l'image commerciale, notamment au travers de la figure de Mr. Dobb, une sorte de contrefaçon de Mickey mélangée avec Fritz le chat et la mascotte des jeux vidéo Sonic. Il obtient une bourse lui permettant d'entrer en résidence au PS1 du MoMA de New York, espérant ainsi comprendre davantage le monde de l'art occidental et échapper à l'isolement insulaire du Japon. Nous sommes en 1994 et c'est le moment du déclic. Pris du mal du pays, ne parlant pas véritablement anglais, l'artiste se sent très seul. Murakami soigne son mal-être en lisant des mangas, en regardant des dessins animés et en jouant à des jeux vidéo japonais. Il prend alors conscience de la spécificité de la culture de masse de son pays et de la richesse qu'elle constitue, notamment du point de vue des arts, où ces éléments n'ont jamais été abordés. Il commence alors à élaborer des œuvres à mi-chemin entre le grand art et ce qu'on appelle le merchandising, soit les produits dérivés, figurines, jouets, accessoires tirés de grandes séries d'animations, de films ou de jeux vidéo. C'est dans ce cadre que naissent ses œuvres les plus connues, Miss Coco, Hiropon ou My Lonesome Cowboy. Au tournant des années 2000, Takashi Murakami élabore sa théorie du superflat, soit super plat, terme qui définit à la fois sa peinture, volontairement sans perspective conique à l'image de l'art japonais traditionnel, mais aussi super plate au sens de sans hiérarchie. Pour Murakami, l'un des éléments clés de l'art japonais depuis toujours, c'est son absence de distinction entre art savant et artisanat. Après tout, le grand maître classique, Hokusai, est surtout connu pour des gravures, soit des œuvres produites en multiples exemplaires au sein d'ateliers. Hokusai lui-même n'a jamais fait la différence entre des œuvres, disons, nobles et des œuvres relevant de la pornographie. De la même façon, toujours selon Murakami, le Japon n'eut jamais de mal à reconnaître la qualité d'artiste des auteurs de manga comme Osamu Tezuka, ou aux réalisateurs de films d'animation comme Miyazaki ou Hideaki Anno. Ici, Murakami revendique à la fois l'héritage de Warhol, bien entendu, mais aussi de Keith Haring, qui chacun ont cherché à rapprocher la création artistique du public le plus large. On pense ici notamment au Pop Shop de Keith Haring, un magasin où celui-ci vendait des produits dérivés de sa propre œuvre qui avait atteint des sommes colossales, mais cette fois à prix modique. C'est notamment pour cette raison que Takashi Murakami, alors que sa cote a connu une ascension quasiment exponentielle sur le marché de l'art depuis le début des années 1990, a développé de nombreuses passerelles entre le grand art et l'artisanat.
Ces sculptures sont réalisées en collaboration avec des créateurs de figurines, comme Baumé, tandis que la plupart de ses œuvres sont déclinées en badges, mugs, tapis de souris, accessoires, à la manière de ce qu'on pouvait trouver dans le pop shop de Kissaring. On peut toutefois noter qu'une partie de ces merchandising, s'il était proposé au départ à un prix plutôt abordable, a sensiblement augmenté ces dernières années. Cette volonté de partager sa création avec le plus grand nombre, c'est le sens de sa collaboration avec le rappeur Kanye West, dont il réalisa plusieurs visuels de singles et d'albums, et dont il réalisait le clip de la chanson Good Morning. Plus récemment, Murakami a dessiné la pochette de l'album Kids See Ghost de Kid Cudi et réalisé le clip You Should See Me in the Crown de Billie Eilish. C'est une façon pour l'artiste de faire voyager ses œuvres et de ne pas le restreindre au public des très très rares pouvant se payer ses œuvres ou d'acquérir le fruit de ses collaborations avec des grandes marques de luxe. On présente souvent Murakami comme le porteur d'un art jovial, insouciant, rieur et superficiel. Pourtant, à bien y regarder, sa production comporte une part d'ombre évidente. Les sculptures connues de l'artiste, si elles convoquent évidemment le monde survolté de l'animation pornographique, ne cachent rien du mal-être profond dont il est l'indice. Murakami évoque ici les otaku, ces fans de culture japonaise qui ne vivent qu'au travers d'elle, et plus particulièrement une branche spécifique qu'on appelle les hikikomori, ces jeunes japonais qui vivent reclus dans leur chambre et ne sont connectés au monde qu'au travers d'internet et des jeux, développant des sentiments pour des personnages de fiction, ce qu'on appelle là-bas le moe. La sexualité représentée par Murakami est essentiellement manquée, masturbatoire, castrée. La jeune femme de Hiropon, terme d'argot désignant les drogues dures, joue seule avec une corde à sauter faite d'un lait maternel jaillissant de tétons ayant davantage l'aspect de pénis en érection, le lait pouvant alors être apparenté à du sperme. Le personnage de My Lonesome Cowboy, qui reprend tous les archétypes des héros des shonen, ces séries destinées aux adolescents masculins, Dragon Ball Z en tête, n'a pour super pouvoir que celui de sa masturbation qui se transforme en tornade. Même les peintures de fleurs recèlent leur part de tristesse. Au fond, certaines d'entre elles laissent couler leurs larmes, et depuis plusieurs années, des crânes emplissent les toiles de l'artiste, dont le rapport à la mort ne cesse de devenir évident à mesure que l'âge avance et que la santé ne se dégrade. Ce rapport entre vie et mort, Murakami l'explique par le rapport que les Japonais entretiennent avec les catastrophes. Le Japon est depuis des millénaires en proie aux tremblements de terre, aux typhons et aux tsunamis. Cette présence imminente de la destruction conduisait le Japon à développer pendant des siècles une architecture en bois, plus facile à reconstruire en cas d'effondrement, et à se rapprocher d'une esthétique de l'éphémère, dont la poésie haïku n'est que l'un des multiples avatars. Ce rapport à l'imminence de la mort n'a fait que s'affermir au XXe siècle selon l'artiste, pour lequel la destruction des villes par l'aviation américaine, puis les bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki, puis les grands tremblements de terre de Kobe et l'attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo par une secte, n'ont fait que renforcer une certaine attitude par rapport à la mort et la volonté de profiter de tous les instants. On retrouve cela notamment dans la série de peintures Time Bokan, des têtes de mort constellées de fleurs sur fond coloré, eux-mêmes inspirés de la fin de nombreux épisodes de la série éponyme diffusée au Japon au milieu des années 1970. Pour Murakami, le fait que chaque épisode d'un dessin animé destiné aux enfants s'achève sur l'image parodique d'une explosion atomique, comme le fait que de nombreux personnages clés de la culture de masse comme Astro Boy, Mighty Atom en VO ou Godzilla soient liés aux événements atomiques, prouve l'inscription de la possibilité de la destruction totale et immédiate du Japon dans l'inconscient collectif insulaire. L'œuvre de l'artiste, notamment depuis les années 2010, s'est plus particulièrement concentrée sur cette volonté d'explorer l'imagerie de la fragilité de l'existence. Pour aller plus loin, quelques conseils de lecture. La plupart des bons catalogues sur Murakami sont malheureusement épuisés et donc assez chers à trouver en ligne. Ils sont néanmoins disponibles dans la plupart des bonnes bibliothèques publiques. Donc en priorité, se ruer sur le catalogue Little Boy, The Arts of Japan's Exploding Subculture, qui malheureusement n'est qu'en anglais et en japonais. En français, le catalogue de l'exposition de la Fondation Cartier en 2002, Kawaii Vacances d'été. Et un dernier catalogue en anglais, Takashi Murakami, The Meaning of the Nonsense of the Meaning. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et à mettre vos commentaires. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne pour recevoir nos actualités. À bientôt!